suis journaliste depuis 25 ans dans un journal de presse écrite régional à Lyon. Et je suis premier secrétaire général du syndicat national des journalistes. Donc c'est le syndicat majoritaire en France qui est membre de l'Union syndicale solidaire et qui a la particularité cette année de célébrer ses 100 ans d'existence, puisque le syndicat a été créé en mars 1918, à quelques mois de la fin de la Première Guerre mondiale. A été créé par une dizaine de journalistes en fait, qui se sont regroupés en réaction à la censure qui avait sévi pendant la guerre. La censure essentiellement des militaires, mais il y a aussi, à l'époque, il y avait aussi beaucoup de rumeurs, ce qu'on appellerait aujourd'hui les fake news, etc. Et c'est vrai que 100 ans après, alors certes, la censure qui existait à l'époque n'est plus la même, mais on parle plus peut-être en France d'autocensure que de censure. Et 100 ans après, on peut dire que la liberté de la presse et la liberté d'expression n'est pas un acquis, même dans des sociétés modernes et démocratiques aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est difficile, par rapport au documentaire, c'est difficile de faire un parallèle entre la façon dont on peut parler de la liberté d'expression en France ou en Biélorussie, par exemple. Pour ce qui est de la France, il y a quand même des problèmes qui se posent, qui sont liés à la surveillance de masse. On a beaucoup bataillé, nous, après les attentats de 2015, contre la loi renseignement, qui permet en fait d'aspirer des données des ordinateurs, des téléphones, sans l'autorisation d'un juge. Ce qui n'était pas le cas auparavant, et ça pose un gros problème évidemment pour la surveillance des citoyens, mais aussi pour la protection des sources des journalistes, puisque potentiellement toute source d'un journaliste finalement est compromise, quoi, en fait. On peut imaginer que ça se complique singulièrement dans les années à venir pour ce qui est de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. C'est pour ça que c'est intéressant le documentaire, parce qu'aujourd'hui on a besoin de ce genre d'alerte, de film pour faire entendre ces questions-là. On n'est pas toujours audible en fait. On l'a été très peu au moment de la loi renseignement, puisque il y avait la question de la sécurité, etc., qui a tout balayé. Et tout discours qui allait contre la loi renseignement en fait était directement balayé. On n'est pas tellement pris au sérieux en fait en France sur ces sujets-là. On aura plus facilement des facilités à écouter RSF, etc. Bon, c'est plus facile effectivement sur des sujets, la Biélorussie, le Mexique, des journalistes qui se font tuer tous les jours, les journalistes emprisonnés en Turquie, etc. Mais c'est vrai qu'en France, il y a aussi des problèmes qui se posent du fait du pluralisme qui est restreint, du fait des médias qui appartiennent à 90% des médias appartiennent aux mêmes industriels, milliardaires, etc. Dans les préoccupations de la profession aujourd'hui, il y a quand même ça beaucoup qui revient, c'est-à-dire que va devenir le métier, que va devenir la liberté de la presse, que va devenir le journalisme d'investigation, voilà. Donc il y a cette préoccupation qui est encore forte 100 ans après, du fait de l'évolution de la société. Qu'en est-il avec la loi sur le secret des affaires et la perte du côté anonyme des sources? Le problème aussi très important qui est accentué en fait par la loi, la directive européenne sur le secret des affaires qui a été transposée en droit français. Ça c'est plus le poids des lobbies en fait économiques. Et là c'est plus un gros problème par rapport à l'information plus sociale, économique, où en fait le poids des lobbies, cette loi secret des affaires va donner de nouveaux moyens à des grandes entreprises, des grandes multinationales de faire des procès à des journalistes ou à des sociétés de médias pour éviter, faire en sorte que telle information ne sorte pas, etc. Puisqu'il y a un certain nombre de données qui sont protégées par un soi-disant secret des affaires. Oui, donc c'est des procédures un peu bâillons qui provoquent l'autocensure. En fait, les procédures bâillons existent déjà, existaient avant, puisqu'il y a notamment Bolloré, qui est très connu pour ça, qui a fait des dizaines et des dizaines de procédures contre des journalistes pour empêcher qu'on sorte des dossiers, des affaires sur ces dossiers africains. Enfin, et donc c'est quelque chose qui existe déjà. Le secret des affaires donne de nouveaux moyens pour lancer de nouvelles procédures bâillons. Et c'est vrai que ça, par rapport à la liberté de la presse telle qu'elle existe en France, elle est régie par une loi de 1880 sur la liberté de la presse, elle est en fait très protectrice pour la liberté d'expression, et c'est assez compliqué de faire condamner finalement
un journaliste pour diffamation, parce qu'il y a la loi a été faite comme ça, justement pour protéger la liberté d'expression et de publier. Et ces procédures bâillons et la directive secret des affaires permettent de contourner la loi de 1881 en faisant des procès qui sont plus devant les tribunaux de commerce, donc qui passent pas devant des juges de correctionnels qui sont spécialisés dans la diffamation. Mais là, c'est plutôt le tribunal de commerce qui va dire votre reportage me porte atteinte. Et là, on est plus sur des dommages et intérêts qui font que peut-être que l'entreprise de presse va reculer, va hésiter, voilà. Les propriétaires des médias, c'est pas forcément, malheureusement, les premiers défenseurs de la liberté de la presse. Pas toujours, quoi, en tout cas. On peut pas totalement généraliser, mais pas toujours. Vous avez une question, madame? C'est vrai que je me posais la question, quand il y a un sujet brûlant qui risque de choquer, est-ce que le journaliste va réussir à le faire paraître dans un journal? Des fois, c'est un combat. Hein. Enfin, des fois, il faut trouver des moyens un peu... soit on est vraiment dans une rédaction qui n'a pas peur de sortir des sujets qui vont déranger, même en presse quotidienne régionale, il y a des élus locaux qui sont des barons. Sortir un sujet contre le maire du coin, c'est pas tous les jours, c'est pas forcément facile. Bon, après, soit le journaliste il a la volonté quand même de le faire et on arrive à trouver des moyens détournés. Des fois, ça peut passer par alerter la concurrence et faire en sorte que la concurrence le sorte pour que nous, on soit obligé de le sortir. Enfin, il y a un peu des stratégies comme ça qui peuvent se mettre en place d'un média à un autre. Et puis nous, en tant que syndicat de journalistes, c'est vrai qu'on peut aussi, de temps en temps, on est amené aussi à intervenir pour aller sonner les cloches en interne, voilà, pour que les sujets ne soient pas mis au placard, quoi. Mais ça a dû arriver dans toutes les entreprises de presse qu'un jour ou l'autre, il y a un sujet qui soit mis au placard. Mais ce n'est pas une règle générale. Après, dans une rédaction, il y a des discussions, et il y a souvent justement des discussions sur ce genre de sujet et des batailles un peu à mener en interne contre le rédacteur en chef qui veut pas, ou des fois il faut enlever une phrase, il faut enlever un mot, un paragraphe, quelque chose. Il faut que le papier soit vu avant par les avocats, etc. C'est des discussions en interne qui sont des moments interminables, et ça dépend aussi du climat dans l'entreprise en tant que telle. Voilà, ça dépend de la personnalité du rédacteur en chef, ça dépend et même de l'actionnaire. Si l'actionnaire est très interventionniste, il va épuiser sa rédaction, voilà, qui va être sans cesse en guerre pour essayer de faire sortir les sujets, etc.